comme quelques petits problèmes. On va maintenant passer à M. David Sibyl et M. Georgie Georgiev de Minerais de Fer Québec qui vont nous entretenir comme dernière présentation de la gestion des risques et sécurité des parois par dynamitage contrôlé. M. David Sibyl possède plus de 11 ans d'expérience dans le domaine du forage dynamitage. Il a débuté sa carrière comme bout de feu avant de devenir technicien de forage dynamitage sur des chantiers d'autoroutes et des lignes de train à grande vitesse en France. Arrivé au Québec en 2014, il a poursuivi sa carrière comme technicien sur divers projets du ministère des Transports, sur l'échangeur Turcot, chantier de la Romaine et dans quelques carrières. Depuis septembre 2017, il a participé au redémarrage de la mine du lac Bloom pour Minerais de Fer Québec. Originaire de Bulgarie, M. Georgiev est arrivé au Québec en 2007 suite à des études universitaires en génie géologique où il a acquis des connaissances dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière à ciel ouvert. Il a réalisé un stage universitaire en géotechnique chez Minerais de Fer Québec. Depuis janvier 2020, il occupe un poste permanent chez eux. Chez Minerais de Fer Québec, il applique et améliore le contrôle de terrain des risques géotechniques dans les fosses et les halles de stérite, tout en contribuant à optimiser économiquement les ressources non renouvelables en collaboration avec les différents départements. Bien long. C'est à vous, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On a décidé d'être tous les deux. Est-ce que ça marche? Non, il y a un petit bug, c'est tout. Ah, OK. C'est bon, c'est correct. Numéro 1. Bon, parfait, merci. Oui, bonjour à tous. Dans le fond, on va présenter ça les deux. Il va y avoir des petites transitions de poste. La COVID oblige. Donc, on va présenter les deux ensemble au lieu d'avoir deux bureaux. Donc, voilà, donc aujourd'hui, gestion des risques et sécurisation, gestion et sécurisation de risques géotechniques par dynamitage contrôlé. Donc déjà, première chose, un projet seul n'est jamais très très efficace, donc on voudrait déjà commencer par remercier nos partenaires dans ce projet. Donc, premièrement, on a Golder qui a été là comme consultant externe pour nous donner du support technique dans cette réalisation. Au niveau du forage, on remercie la compagnie Scotia Blast et pour la fourniture d'explosifs Orica Canada. Donc, le plan de la présentation, il va se dérouler suivant. Première chose, on va montrer l'identification du risque géotechnique. On va voir ensuite les diverses options de risque géotechnique et leurs impacts, la démarche entreprise autour de la solution, l'exécution et le suivi complémentaire. Donc, je vais laisser la place à Georgie qui va vous démarrer cette belle présentation. Bonjour tout le monde. Premièrement, très content de faire partie de cette journée d'échange. C'est une première participation au SEEQ de ma part. Donc, premièrement, quel était le risque géotechnique que nous avions? C'était un risque géotechnique de type structural. Donc, le plus souvent, on va parler de rupture planaire, rupture en diède, ou communément appelé des wedges, ou des ruptures par basculement. Dans notre cas ici à la mine, c'était un risque de rupture en diède. Donc, voici la problématique en question. Donc, un diède de très bonne taille. On voit le mur final qui est de 28 mètres de hauteur. On voit aussi la modélisation là, de l'intersection des deux plans. Donc, le diède est environ 10 mètres de profond par 15 mètres de large et environ une vingtaine de mètres de hauteur. Donc, on parle d'un volume imposant. C'est quoi la démarche géotechnique que nous avions dans la résolution de cette problématique? Premièrement, on a évalué le potentiel de rupture du bloc, que ce soit par des observations visuelles, des modélisations dans S-Wedge. On a fait des scans pour l'avoir en nuage de points également, regarder l'intersection des différents plans.
Par la suite, on a regardé différentes options par lesquelles on pouvait gérer ce risque-là, les impacts qu'on avait à court, moyen, long terme. Et finalement, on est allé chercher un avis externe également sur la problématique et nous guider un petit peu au travers les options qu'on avait. Donc, la problématique de notre diède, on parlait d'un risque de chute d'environ 1500 mètres cubes, soit 5000 tonnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, ça représente environ la moitié d'une piscine olympique. Donc, formée par l'intersection de nos deux plans principaux. On avait plusieurs facteurs d'instabilité. On avait un angle des joints qui était élevé. Donc, en rouge, on voit un pendage de 72 degrés. Par la suite, notre matériel était densément fracturé le long du plan principal. Ici, dans ce cas-ci, on avait plusieurs joints au travers du diède qui faisaient en sorte que le matériel était fracturé. On avait une très bonne persistance des discontinuités. Vous pouvez voir sur les bancs supérieurs, on a été capable de les repérer. On a repéré leur extension, donc très forte expansion spatiale. Le joint principal, le joint en jaune, là, avec un pendage de 39 degrés, il était ouvert. Il y avait présence de beaucoup d'eau qui s'écoulait, donc qui diminuait sa cohésion. On avait d'autres facteurs de risque additionnels également, comme par exemple nos cycles de gel-dégel à l'automne et au printemps, qui risquaient d'affaiblir le diède davantage avec le temps. Évidemment, l'infiltration d'eau et bien sûr les multiples vibrations suite au sautage dans la fosse. En haut à droite, vous pouvez voir une modélisation que nous avons fait avec S-Wedge pour évaluer le coefficient de sécurité de ce diède-là. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'en conditions sèches, on avait un facteur de sécurité supérieur à 1 et inférieur à 1 en conditions saturées. Donc, pour nous, ça signifiait qu'il y avait un risque réel, étant donné qu'il y avait déjà de l'eau dans le joint principal et on est au courant des multiples cycles de gel-dégel qu'on a au site. Par la suite, on a regardé c'était quoi les options devant nous dans la gestion de ce risque-là. L'option numéro 1, c'était tout simplement de laisser le diède en place, de gérer le risque en mettant un remblai de sécurité sur le banc inférieur. Par contre, vous voyez que c'est une taille assez imposante. Le risque que le matériel dépasse la berne, advenant une éventuelle rupture, était très présent. Donc, par la suite, la deuxième option qu'on a regardée, c'est de dynamiter partiellement le diède. Donc, tout simplement de diminuer le volume selon le plan le plus ouvert qu'on voyait sur le terrain, qu'on avait identifié. Donc, la région en vert ici. De cette manière-là, ça nous permettait de préserver partiellement le banc de retenue, étant donné que de l'enlever au complet, ça réduisait considérablement le banc supérieur. Par contre, ça impliquait une sécurisation du diède par du matériel, par du remblayage en avant pour augmenter son coefficient de sécurité pendant qu'on le force sur le dessus. Par contre, évidemment, suite au sautage partiel, on avait des inquiétudes en fonction des vibrations de sautage qui pouvaient affaiblir le joint subvertical principal en rouge ici et donc nous créer une nouvelle instabilité ici. La troisième option qu'on avait, c'était tout simplement de dynamiter le diède au complet selon les deux plans principaux et donc d'éliminer le risque à la source. Ça impliquait quand même une sécurisation du diède en remblayant jusqu'à une certaine hauteur. Et par contre, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça impliquait une réduction du banc de retenue supérieur et donc une chute potentielle de roche là, sur 42 mètres. On est allé chercher un avis externe sur les différentes options qu'on avait. On a contacté Golder et en plus particulier Louis Castro, qui a 35 ans d'expérience en mécanique des roches, une bonne connaissance du site également. Qu'est-ce que lui a fait, c'est qu'il a revu nos analyses de stabilité qu'on a fait avec S-Wedge. Il nous a confirmé en fait que nos analyses étaient bonnes. On avait une condition stable, on avait un facteur de sécurité supérieur à 1 en conditions sèches et donc inférieur à 1 en conditions saturées.
la condition saturée, donc qui peut se produire évidemment avec nos multiples cycles de gel-dégel, donc plus intenses. Il nous a également confirmé l'avis que nous avions sur l'option numéro 2, donc de dynamiter partiellement le massif qui pourrait l'affaiblir davantage. Et il nous a fait des recommandations sur les 2 autres solutions. Donc, si on voulait le diède en place, il nous a simplement recommandé une berne de sécurité de 1,5 m sur le banc inférieur. Mais si on voulait éliminer le danger, là, on devait envisager la solution numéro 3. Et c'est ce que nous avons fait. L'option numéro 3, on a discuté sur différents principes de le faire, là, notamment sur le fait de faire du prédécoupage selon le joint subvertical et en utilisant nos standards. Ne pas surforer les taux de production selon le joint principal. Et par exemple, si on se rend compte que nous avons surforé le joint principal, bien, de tout simplement reboucher les fonds de trou pour ne pas avoir de gaz dans le joint pendant le dynamitage. Donc, je vais maintenant céder la parole à David qui va poursuivre avec la démarche de dynamitage du diède. Donc, démarche de dynamitage, d'abord, comme vous le savez tous, la chose la plus importante, ça va être la santé et sécurité de nos travailleurs qui vont arriver sur ce dynamitage. Donc, on va parler de ça. Ensuite, ben, ça va être la conception, la réalisation, l'exécution, et puis une petite analyse post-dynamitage une fois que les travaux seront finalisés. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qui a été fait ici au site? On a réuni tous nos intervenants pour pouvoir réaliser une analyse sécuritaire de tâches. Donc les gros points, je dirais, qui sont sortis déjà, c'est bien évidemment d'effectuer un remblai d'appui le long de la face libre pour limiter le plus possible et accoter le massif. Forage, chargement, toujours, et implantation aussi, bien sûr, toujours sous surveillance de la face avec un surveillant qui était présent en bas pour déceler d'éventuelles chutes de roches qui auraient pu montrer une petite faiblesse dans le massif et donc évacuer. Ensuite, inspection géotechnique à tous les débuts de quart. Évidemment, comme on le disait, qu'une fois en étant en milieu saturé, on avait un facteur de sécurité faible, donc bien sûr aucun travaux lors de pluie, aucun travaux nocturnes, évidemment aussi, cela va de soi pour éviter d'exposer du monde inutilement avec les contraintes nocturnes. Limitation le plus possible des équipements lors du forage sur le dièdre. Et un canal radio réservé aux opérations afin d'être le plus réactif possible. Donc, conception. Donc, on a choisi d'aller sur un diamètre de 165 mm avec un fardeau espacement 4 mètres par 4 mètres, ce qui représente environ 10% de plus de notre facteur poudre. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait quand même tout de même avoir un bon déplacement et une bonne facturation de la roche pour pas laisser de roches instables ou qui auraient nécessité du danger lors du nettoyage. Suivant les recommandations de Luis Castro, donc on avait nos fonds de trou, comme on peut le voir ici sur le plan. Les fonds de trou ne venaient pas toucher la surface, on avait 50 cm au-dessus du plan. Déjà, suivant la recommandation, puis aussi pour éviter de dépasser le plan. Après découpage, comme on peut le voir ici sur le côté, suivant le plan subvertical, donc on l'a mis égal au plan à 72 degrés, avec un léger retrait d'environ 20 cm. Et puis, pour ce qui était l'espacement et le diamètre, on y allait avec nos standards, toujours pareil, suivant les recommandations, donc un espacement d'1,8 m et un diamètre de 165 mm. Réalisation, donc forage et chargement, donc on a, comme je disais, on a choisi surtout, on aurait pu faire ça sur un plus petit diamètre, mais on a choisi vraiment d'aller au marteau fond de trou pour limiter le plus possible la déviation lors du forage. Contrôle rigoureux de la profondeur pour bien sûr ne pas dynamiter le joint et donc avoir des trous forés trop profonds. Les chargements suivant les standards.
qui ont été calculés ici manuellement par nos techniciens. Et puis, bien sûr, un très gros suivi très rigoureux du collet et du bourrage pour avoir quelque chose de très homogène. Donc, exécution. Écoutez, donc on aurait pu venir dynamiter le prédécoupage avant et après venir faire la masse. Par contre, si on aurait fait ça, on aurait pu affaiblir le massif. Donc, on a choisi de prédécouper de faire le stage de prédécoupage en adouci avec 300 millisecondes d'écart par rapport au dynamitage de la masse. Pour ce qui est de la séquence, on a suivi les recommandations qu'on avait par rapport à notre géologie, par rapport à notre signature qu'on avait effectuée quelques mois plus tôt en avril 2019. Alors, le choix de garder la face avec du remblai, c'est un choix qui a été très discuté. Une fois chargé, bien évidemment, c'était surtout un point de vue logistique, c'est qu'on ne voulait pas enlever la face au complet, dynamiter puis refaire si jamais il y avait un potentiel de roche et s'accrocher. Donc, c'est sûr ça aurait pu avoir on redoutait un effet sur le bris arrière, étant donné qu'il y aurait eu possiblement moins de mouvements possibles de la part du dynamitage. Donc, vous allez voir, j'espère que ça va bien marcher, un petit vidéo du dynamitage. Bon, comme vous pouvez le voir, on est dans une mine, donc nous, on n'a pas les problématiques qu'on a pu rencontrer au niveau des autres présentations. Donc, la gestion des projections n'était pas vraiment quelque chose qui nous préoccupait énormément. On avait nos périmètres en fonction. Donc, très content du dynamitage. Analyse post-dynamitage. Donc, comme on peut le voir ici sur la partie gauche, donc le plan subvertical qui a été comme prédécoupé, un très bon résultat. On voit les trous de forage qui sont présents. Donc, très bon. Aucun bris arrière en haut sur la crête. Le plan principal ici, qui était quand même la plus grosse inquiétude, eh bien, grâce au contrôle qualité terrain puis au très bon travail de notre compagnie de forage, ben, on peut voir que il n'y a aucun problème dans le plan, aucun impact lié au dynamitage. On voit le plan vraiment sur la roche naturelle. Et aussi, très, très peu de bris arrière. On n'a aucun bris arrière. Alors oui, comme on disait, on a perdu une partie du banc d'attrape, mais c'était déjà comme prévu de base, mais aucun problème de bris arrière, malgré le confinement, ce qui était quand même notre plus grosse inquiétude. Donc, je vais relaisser la parole à Georgie qui va venir vous faire un petit résumé de la situation après. Donc, qu'en est-il de la situation après avoir miné quelques bancs inférieurs? Donc, on voit que la famille de joints principale s'est répétée sur le banc inférieur, créant un diède, cette fois-ci de moindre taille. Cette fois-ci, nous avons décidé de gérer le risque différemment, aussitôt après avoir identifié le plan principal avec un plan sous-vertical persistant. Nous avons martelé ce qui pouvait être géré à l'écaillage pour diminuer la taille du diède. Par la suite, nous avons installé un remblai de sécurité sur le banc inférieur, évidemment, et avec nos scans que nous avons faits, nous en sommes assurés que le volume du diède qui reste en place pouvait être retenu au compte. Par la suite, bien évidemment, on a nos inspections quotidiennes pour déceler du changement dans la condition du massif. Nous l'avons également monitoré avec du radar pour s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement qui serait imperceptible à l'œil. Nous avons également modifié le plan minier pour éviter cette zone sensible pendant les périodes critiques, disons au printemps, pendant nos cycles de gel-dégel. Et nous avons également modifié le design final aux bancs inférieurs pour faciliter la gestion de futurs dièdes et moins exposer nos travailleurs à ces risques-là. Nous avons mis également plusieurs mesures en place pour protéger nos murs lors des dynamitages, plusieurs conditions particulières. Donc, je vais céder la parole à David pour nous en parler davantage.
Donc, quelles ont été les principales mesures qu'on a mises en place? Écoutez, premièrement, comme on peut le voir sur l'image ici, on a changé notre diamètre de forage le long du mur. On est passé sur des trous de 311 mm à du 165 mm pour une meilleure répartition de la charge. Puis aussi également limiter l'effet bombe, entre guillemets, qu'on pourrait avoir sur des trous de trop gros diamètre par rapport à la quantité d'émulsion. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi? On a effectué des décharges étagées au niveau des plans. Grâce aux interprétations de l'équipe de géotechnique, on a pu prolonger nos plans, savoir où est-ce qu'on était, avec le suivi du forage aussi, déceler les failles et faire du chargement étagé sur nos trous. Tout ça pour éviter de mettre de l'énergie dans le plan et donc créer encore plus de faiblesse. Après, de manière globale, suite aussi aux recommandations qu'on a eues de plusieurs de nos consultants qui ont pu venir ici à la mine du lac Blou, on a limité la grosseur des dynamitages le long de nos murs finaux et puis s'assurer aussi qu'il y ait toujours, pour éviter le plus les bras arrière, d'avoir des faces libres le plus souvent. Donc voilà, je dirais que ça conclut pas mal notre présentation. On vous remercie et si jamais vous avez des questions, on est ouvert. Des questions? J'arrête des questions, oui. Il y avait quelqu'un qui a levé sa main, mais je pense qu'il l'a rabaissé. Dans les questions, il y a Chakuntu Mangu Liris Guénol qui pose la question. Le problème d'eau dans la fissure de la roche ne pouvait-il pas être résolu par achèvement à partir des méthodes d'exor ou alors les enjeux économiques ne le permettaient pas? Évidemment, nos conditions météorologiques, nous avons beaucoup de précipitations. On a beaucoup de résurgences, beaucoup d'écoulements à la surface. Donc, une redirection de l'eau de surface n'était pas vraiment possible dans ce cas-ci. Et étant donné qu'on était plus bas aussi, le diède n'était pas à la surface, il était déjà sur les bancs inférieurs. Donc, il y avait aussi la nappe qui pouvait être impliquée. Donc, ça aurait été très, très difficile de rediriger l'eau, l'écoulement de surface. Une autre question de M. François Plâtre. Avec quel explosif ont été chargés les trous de prédécoupage? Avec de l'émulsion. Marco Quirion. Concernant le monitoring radar, quel était votre critère d'alerte? Déplacement, taux, déplacement, taux de déplacement? Nous n'avions pas de critères d'alerte, étant donné que lorsque nous avons monitoré le diède au radar, nous essayons tout simplement de déterminer s'il y avait un quelconque mouvement. Dans ce cas-ci, lorsque nous l'avons monitoré, il n'y avait aucun mouvement au niveau du diède. Puis, il faut également dire que même si la famille de joints s'est répétée sur le banc inférieur, la condition du joint principal n'était pas pareille que celle du diède que nous avons dynamité. Le joint principal était beaucoup moins ouvert, il n'y avait pas d'eau dedans, donc beaucoup moins sensible au cycle de gel-dégel qu'il pourrait y avoir et donc l'affaiblir à plus long terme et menacer nos opérations. Monsieur Itan Manque pose la question. Quelle inclinaison utilisez-vous au niveau de vos talus? C'est des murs à 70 degrés. Monsieur Dirige Briel Snow pose la question. Avez-vous considéré l'option des ancrages passifs? Oui, nous avons envisagé les options d'ancrage passif. Par contre, cela impliquait quand même d'exposer nos travailleurs sur le banc. Lors de la mise en place des ancrages, il pourrait y avoir différentes vibrations également, ce qui augmenterait le risque. Et étant donné l'ouverture du joint, la condition du joint principal, la quantité d'eau qu'il y avait dedans et donc les cycles de gel-dégel, nous avons écarté cette option étant donné le degré de risque qu'il pourrait y avoir sur le long terme. Nous avons préféré éliminer le risque à la source. OK. Il n'y a pas d'autres questions pour vous. Fait que ça met fin à votre présentation.